Entre les années 2000 et 2023, la réalité fondamentale de l'engagement religieux américain s'est effondrée silencieusement. Selon les données exhaustives du Hartford Institute for Religion Research et de Lifeway Research, la fréquentation hebdomadaire médiane des congrégations aux États-Unis a chuté, passant de 137 personnes à seulement 60 fidèles. Aujourd'hui, près de 70% de toutes les églises comptent en moyenne moins de 100 participants par semaine. La base s'érode. Les masses se retirent silencieusement dans l'arrière-plan liminal de la culture. Pourtant, un regard sur le paysage de la religion américaine présente un paradoxe troublant et contre-intuitif. La méga-église semble prospérer. Le Hartford Institute a identifié environ 1750 de ces institutions massives opérant aux États-Unis en 2020, projetant des chiffres de fréquentation hebdomadaire dépassant en moyenne les 4000 personnes par organisation. Les observateurs voient des parkings tentaculaires, des installations de haute production et l'esthétique d'un élan imparable. C'est en réalité une illusion mathématique soigneusement orchestrée. Un examen plus attentif du béton révèle que l'architecture change et que les sanctuaires rétrécissent. Pendant des décennies, la mesure standard de la domination institutionnelle était la construction d'un auditorium massif sur un seul site. Il s'agissait de salles caverneuses, conçues pour contenir 5000, 7000 ou 10 000 personnes à la fois. Cette époque est actuellement en train d'être démantelée. L'enquête de 2020 sur les méga-églises menée par le Hartford Institute, l'Evangelical Council for Financial Accountability et Leadership Network a révélé une inversion fascinante. Bien qu'elle revendique une fréquentation globale en hausse, la capacité d'accueil médiane du sanctuaire principal des méga-églises a en fait chuté à seulement 1200 places. L'institution ne construit plus d'arènes monolithiques. Au lieu de cela, elle se fracture. En l'an 2000, seulement 23% des méga-églises opérèrent sur plusieurs sites physiques. En 2020, ce chiffre a grimpé à 70% et 10% supplémentaires se préparaient activement à passer à ce modèle. Lorsqu'elles ont été interrogées, 45% de ces organisations ont déclaré exploiter 4 campus distincts ou plus, et des dizaines d'entre elles en exploitent 10 ou plus. Elles ont augmenté leur nombre de services de culte hebdomadaires, passant d'une moyenne de 4 en l'an 2000 à près de 8 en 2020. Elles ne mettent pas plus de personnes dans une seule pièce. Elles répartissent exactement la même population changeante à travers un vaste réseau d'espaces d'accueil décentralisés, plus petits et moins chers. En réduisant la capacité de chaque salle individuelle, l'institution s'assure que l'espace semble toujours plein. En exploitant des dizaines de lieux satellites de 500 places, la marque génère l'esthétique d'une croissance explosive tout en masquant habilement le fait que la densité réelle de la foule se dissipe. Ce passage de l'auditorium massif au réseau satellite décentralisé n'est pas un accident architectural. C'était une optimisation du contrôle. Les sociologues qui analysent ce phénomène appliquent le concept de McDonaldisation, un cadre développé par George Ritzer qui définit les systèmes d'entreprise modernes par 4 piliers rigides: l'efficacité, la calculabilité, la prévisibilité et le contrôle. Lorsqu'une méga-église atteint les limites de sa géographie physique, elle se heurte à un mur de consommateurs. Les données sociologiques de Warren Bird, chercheur principal au Leadership Network, indiquent que la loyauté institutionnelle a une limite géographique stricte de 30 minutes de trajet. Si le trajet dépasse 30 minutes, l'implication par habitant dans les réseaux communautaires et le bénévolat s'effondrent, le consommateur ne conduira pas plus loin. Pour contourner cette limite, l'institution a adopté le modèle de la franchise d'entreprise. Des organisations comme Life Point Church, qui a lancé sa stratégie multi-site en 1996, et Hillsong Church, qui a franchisé son modèle australien à l'échelle mondiale, fonctionnent exactement comme des chaînes de restauration rapide. La stratégie est hautement efficace. Elle ne nécessite aucune campagne de financement massive pour acheter des terrains de 100 acres ou modifier les lois de zonage urbain. Les principaux coûts initiaux sont simplement la location d'un gymnase de lycée, la publicité ciblée et la technologie audiovisuelle haute définition. Au centre de cette franchise se trouve le pasteur PDG. Dans le cadre sociologique de Max Weber, cette structure repose entièrement sur la routinisation du charisme. Tout le poids institutionnel repose sur l'attraction magnétique d'un individu hautement mis en scène. Mais transporter cet individu à travers le pays est inefficace. La solution est le flux vidéo. Dans ces campus satellites,
La congrégation locale ne reçoit pas d'enseignement localisé organique. Ils fixent un écran. Comme l'a noté une thèse universitaire sur le sujet, la structure typique déploie un pasteur de campus à temps plein, qui fonctionne essentiellement comme un cadre intermédiaire. Il gère le bâtiment, s'occupe des bénévoles locaux et s'assure que l'ADN de l'entreprise est parfaitement reproduit. Mais le principal produit théologique est diffusé depuis le centre névralgique. Ce modèle affiche un taux de réussite stupéfiant de 90% au cours de ses 5 premières années. Mais ce succès découle d'un contrôle clinique et prévisible. Un rapport de 2023 d'Unstuck Church a révélé que parmi toutes les églises multisites, les organisations qui appliquaient des règles identiques et non autonomes sur tout leur campus se développaient 2 fois plus vite que les rares réseaux qui permettaient une autonomie locale. La prévisibilité évolue à grande échelle. L'autonomie, non. L'institution a réalisé qu'en centralisant la direction et en standardisant l'expérience émotionnelle, elle pouvait parfaitement reproduire ses métriques de revenus et de fréquentation dans une infinité de codes postaux, complètement déconnectés du contexte vécu réel du quartier local. Le véritable moteur de cette expansion révèle cependant une réalité encore plus sombre quant à l'état de la culture. La marque ne se développe pas en convertissant les masses, elle se développe en cannibalisant ses voisins mourants. Bill Wilson, directeur du Center for Healthy Churches, qualifie ce phénomène d'effet Walmart. Lorsqu'une méga-église grassement financée ouvre un campus satellite de haute technologie impeccable dans un quartier de banlieue, elle met littéralement les petites congrégations locales en faillite. Selon le Hartford Institute, 72% des participants aux méga-églises sont de simples transfuges. Des personnes qui ont quitté de petites congrégations locales en difficulté pour rejoindre la machinerie massive et sans friction de la méga-église. L'institution ne crée pas de nouvelles demandes. Elle monopolise l'offre existante en déclin. Cette monopolisation a évolué vers une stratégie formalisée d'acquisition d'entreprises connue sous le nom de fusion d'églises. The Unstuck Group et Leadership Network rapportent que plus de 40% de tous les nouveaux campus multisites sont obtenus par des fusions. Entre 2016 et 2020, 16% de toutes les méga-églises ont réalisé une fusion avec une autre église. C'est un bond massif par rapport aux 6% enregistrés à peine 5 ans plus tôt. Ce ne sont pas des partenariats d'ego. Les données montrent explicitement que la grande majorité de ces transactions ont lieu entre une organisation principale massive et riche et une organisation plus petite et défaillante qui la rejoint. Les mécanismes de cet échange sont brutaux. Une congrégation mourante vieille de 89 ans, avec seulement 36 membres restants, réalise qu'elle ne peut plus se permettre l'entretien de sa propriété de 8 acres et de son auditorium de 800 places. Face à l'effondrement total, ils procèdent à un vote. Ils transfèrent légalement leurs millions de dollars d'actifs immobiliers à une méga-église vieille de 7 ans. La méga-église absorbe la propriété, efface l'identité locale, installe un pasteur de campus cadre intermédiaire et rebaptise le bâtiment en tant que nouveau satellite franchisé. L'institution catégorise ses rachats en utilisant un jargon d'entreprise froid tel que relance, redéveloppement, réalignement et révision. Les données financières soulignent la nature corporatiste de ces acquisitions. Une fusion impliquant une fréquentation combinée de 1000 à 2000 personnes coûte à l'organisation principale en moyenne 635 000 $. Ce capital est déployé pour le remboursement des dettes, les frais juridiques, les indemnités de licenciement pour le personnel local évincé et des rénovations architecturales agressives pour garantir que le nouveau bâtiment corresponde à l'esthétique de la marque. C'est le comportement d'une chaîne de magasins mourante exécutant des OPA hostiles sur des concurrents régionaux pour projeter l'illusion de la domination. À mesure que la marée culturelle se retire, les plus grands prédateurs de l'écosystème dévorent simplement les plus faibles pour maintenir leur propre métabolisme. La raison pour laquelle les institutions vont si loin, dépensant des centaines de milliers de dollars pour acquérir des bâtiments mourants et franchiser un flux vidéo à travers la Sunbelt, est que la métrique fondamentale de survie institutionnelle est en chute libre. La présence physique réelle de l'être humain s'évapore. En l'an 2000, les données présentèrent une image d'une immense loyauté. N'importe quel dimanche, 90% du nombre total de participants d'une méga-église étaient physiquement présents dans le bâtiment. C'était une masse hautement engagée et hautement localisée. En 2015, cette fréquence avait glissé à 82%. En l'an 2020, avant même qu'une pandémie ne modifie fondamentalement le paysage physique de la société, ce chiffre avait chuté à 68%.
68%. C'est une évaporation de 22 points de l'engagement humain sur 2 décennies. Les personnes qui se disent membres de ces institutions massives ne viennent tout simplement pas. Les mathématiques du vide illustrent la terreur que cela sème au cœur d'un système d'entreprise centralisé. Si une base de données totale se compose de 10 000 personnes, mais que leur fréquence de présence chute de 90% à 68%, les salles physiques semblent soudainement vides. La base de bénévoles se fracture, l'élan psychologique de la foule se dissipe. Pour cacher cette fracture de fréquentation, l'institution n'a d'autre choix que d'acquérir rapidement de nouvelles personnes. Si le consommateur moyen ne se présente qu'une fois et demie par mois, l'Église doit étendre son empreinte totale de 30 à 40% juste pour garder les sièges chauds et les registres financiers équilibrés. Et les registres financiers s'équilibrent miraculeusement malgré la baisse de la présence physique. Un rapport de 2023 du Hartford Institute a noté que les dons aux congrégations ont augmenté d'un taux stupéfiant de 42% sur une période de 3 ans, passant d'une médiane de $121 000 à $170 000. Une base rétrécie et absente produit des revenus nettement supérieurs grâce à l'automatisation du capital. L'intégration d'algorithmes de dons en ligne sans friction garantit que l'institution extrait la richesse de la population même lorsque cette population ne franchit pas les portes. Mais le capital ne peut pas chanter. Le capital ne peut pas remplir un auditorium. Le capital ne peut pas fournir la preuve visuelle viscérale de la domination culturelle dont la méga-église a besoin pour justifier sa propre existence. Les données démographiques n'apportent aucun réconfort pour l'avenir. Une analyse de Gallup d'avril 2021 a révélé que pour la première fois en 8 décennies de suivi, moins de 50% de tous les Américains sont formellement membres d'un lieu de culte. Le fossé générationnel est un gouffre. Alors que 66% des traditionalistes nés avant 1946 conservent leur adhésion institutionnelle, seuls 36% des milléniaux le font. De plus, la direction de ces méga-églises est dangereusement statique. Le pasteur moyen d'une méga-église est un homme blanc de 53 ans qui détient le pouvoir depuis 15 ans. L'institution est un monolithe vieillissant qui extrait du capital automatisé d'une foule rare et en déclin, tout en ouvrant désespérément de nouveaux emplacements franchisés pour masquer le silence qui résonne dans ses salles principales. Le mouvement multisite, présenté pendant 2 décennies comme la stratégie ultime pour amener la communauté aux gens, fonctionne plutôt comme une boutique éphémère en phase terminale. Lorsqu'une marque de vente au détail mourante réalise que ses magasins phares perdent massivement leur fréquentation, elle n'invente pas un meilleur produit. Elle ouvre des dizaines de petits emplacements éphémères, temporaires et bon marché dans des zones de banlieue à fort trafic. Elle sature le paysage visuel. Elle force le consommateur à voir le logo partout. Le but est de convaincre les actionnaires, les médias et les consommateurs eux-mêmes que la marque est omniprésente, même alors que sa logistique de base pourrit de l'intérieur. La méga-église a perfectionné ce mécanisme en fragmentant l'arène de 10 000 places en 20 salles différentes de 500 places. Ils se sont mathématiquement assurés que les salles sembleront toujours pleines pour l'individu qui se tient à l'intérieur. Le système fonctionne sur la psychologie de la théorie dramaturgique d'Erving Goffman. L'église est un drame coproduit. Le participant est amené dans un espace liminal hautement contrôlé et impeccablement éclairé. La musique est parfaitement conçue. Le pasteur de campus, tel un cadre intermédiaire, exécute le script local, et le visage du pasteur PDG est projeté à une échelle massive, délivrant un message standardisé et rassurant, dépourvu de toute friction hyperlocale. C'est hautement efficace. Cela ne nécessite presque aucune véritable vulnérabilité interpersonnelle, et c'est entièrement déconnecté de la réalité historique de la communauté localisée. Les données du Leadership Network rapportent avec enthousiasme que 85% des églises multisites connaissent une croissance, avec une augmentation moyenne de 14% par an. Ils notent fièrement que 87% de ces institutions constatent une augmentation de l'implication des laïcs lorsqu'un nouveau campus est lancé. Mais les sociologues comprennent les mathématiques sous-jacentes. Un nouveau campus est lancé avec une médiane de 90 transfuges hautement engagés. Dans une salle de 90 personnes, la pression psychologique pour faire du bénévolat est immense. Dans une salle de 5000 personnes, on peut rester confortablement anonyme. L'institution manipule simplement la dynamique de groupe, divisant les masses passives en cohortes plus petites et soumises à une forte pression.
pour en extraire de la main-d'œuvre gratuite et stabiliser la marque. Même les revendications de diversité sont un sous-produit de cette expansion d'entreprise. 58% des méga-églises affirment maintenant être multiraciales, mais c'est une inévitabilité statistique découlant de l'absorption de pans massifs de populations urbaines et suburbaines diverses dans une seule base de données monolithique. Ce n'est pas le reflet d'une harmonie intégrée et localisée. Le pouvoir reste rigidement centralisé au sommet. Le mirage multisite est un chef-d'œuvre de survie institutionnelle. C'est la manifestation architecturale d'un système qui refuse de mourir. Changeant de forme, dissolvant ses murs massifs et se glissant dans les gymnases loués et les biens immobiliers acquis en banlieue, il cache le fait que les gens partent en changeant constamment l'endroit où ils sont censés être. Mais alors que la fréquence de fréquentation continue de baisser et que le vide démographique s'élargit, une réalité terrifiante approche. Un nombre qui rétrécit ne peut être subdivisé qu'un certain nombre de fois avant que les mathématiques ne rattrapent l'illusion. Lorsque les dons automatisés commenceront à faiblir et que les actifs hérités d'églises mortes vieilles de 80 ans s'épuiseront enfin, la machinerie d'entreprise n'aura plus rien à consommer. Sur l'écran haute définition, les masses mouvantes et sans visage tournent à travers les salles de 500 places, se présentant de moins en moins chaque année. L'institution a réussi à masquer son déclin, mais quand les lumières s'éteindront finalement sur la franchise, il reste à voir qui restera dans la pièce pour éteindre le projecteur.